écoutez Nana FM, il sonne 7h15 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de faire notre compagnie en ce matin du mercredi 23 novembre 2016. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Ceux qui parviennent tout juste à la majorité, c'est-à-dire l'âge de 18 ans, auront probablement un peu de mal à réaliser ce dont nous parlons et à mettre des images bien précises là-dessus. Les violences qui ont suivi l'élection présidentielle d'avril 2005 semblent si loin et si proches. Proches en ce sens que la question des réparations des torts causés aux victimes n'est toujours pas réglée, incitant une certaine société civile à élever la voix pour rappeler le sort de ces victimes au souvenir des autorités. Alors ce matin, nous nous interrogeons, bientôt 12 ans après les faits, les victimes des violences de 2005 sont-elles ignorées? Et pour en parler, nous sommes avec Josiane Nyandé, chargée de communication au sein du CACIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Bonjour Madame Nyandé. Bonjour. Le débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71. Le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Bientôt 12 ans après les faits, les victimes des violences de 2005 sont-elles ignorées? C'est le thème du jour. Alors, pour commencer, Josiane Nyandé, on va revenir un peu sur les faits. De quoi parle-t-on concrètement lorsqu'on évoque des victimes de 2005? Quand on évoque les victimes de 2005, on parle de la période trouble que notre pays a connue. Donc c'est la période au lendemain du décès de l'ancien chef d'État, Gnassingbé Eyadema, et à l'élection qui a suivi, donc dans cette même année 2005, et qui s'est soldée par des contestations des résultats de cette élection-là. Donc plusieurs violences se sont fait sentir dans le pays à cette époque, parce qu'il y avait des contestataires à côté, les forces de l'ordre de l'autre. Donc le pays a sombré dans une vague de violence. Et cette période est la période que nous appelons la période pic, c'est-à-dire la période où le Togo a connu plus, a sombré plus dans la violence, parce que... Probablement après les années 90 après, et probablement autres. après les années 90, parce que les rapports, notamment de la Ligue togolaise des droits de l'homme, de Amnesty International, des Nations Unies, fait état de 150 à 400 morts et une panoplie de blessés. Donc cette période est, quand on se rappelle, est comme un cauchemar pour nous autres qui l'avions connue, quoi. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se souvient de ces violences, on se souvient surtout des victimes. Au niveau du CACID, vous avez initié une campagne de sensibilisation par rapport au sort de ces victimes. Pourquoi? Pourquoi cette campagne? Je voudrais dire même que le CACIT, à la base, est parti, est né au lendemain de ces violences. Donc c'est l'une des principales raisons même de la création du CACIT. C'est dit, avec tout ce qui s'est passé en 2005, il fallait qu'une organisation naisse et qui dise non à ces types de situations, que ces types de situations soient de nouveau vécues dans le pays et que l'impunité cesse. Parce que ce que nous avons remarqué au lendemain de 2005, c'est qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de suite. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas compris, on n'a pas toute la vérité et les auteurs présumés sont toujours en liberté, les victimes, elles sont laissées à leur propre sort. Donc c'est de là qu'est parti le CACIT en fait, pour que le crime ne se nourrisse plus de l'impunité. Donc pour dire que cette campagne qui est organisée, c'est dans la suite logique de la mission principale du CACIT, qui est de lutter contre l'impunité et de crier haut pour la situation des victimes de 2005. Alors, sur le nombre des victimes même, il y a des débats, puisque le nombre a varié selon les rapports. Oui. Aujourd'hui, quelle est la réelle situation de ceux qui sont concernés par cette réparation dont on parle et sur laquelle on va revenir en détail avec la CVJR, le HCOM et autres? L'état de ces victimes, c'est un état de précarité, si je peux le dire ainsi. Le mot, il est fort.
mais c'est le mot qui peut justifier l'état dans lequel se trouvent les victimes actuellement. Donc, parce que plusieurs ont reçu des blessures, plusieurs ont toujours des balles dans le corps, ils n'ont pas été opérés, certains se sont fait amputer. Presque 12 ans avec une balle ou des dans balles le dans le corps. corps. Donc, vous imaginez un peu la douleur que peut ressentir cette personne, surtout quand il fait froid. Donc l'une des victimes qui vit véritablement ça, quand vous la voyez en période de fraîcheur, vous avez envie de verser des larmes parce que c'est une douleur atroce que cette personne ressent depuis toutes ces années. Il y en a qui ont été amputés carrément. Donc, et même ceux qui ne présentent plus des blessures physiques ont des blessures psychologiques. Donc, il y a quelques semaines, je discutais avec l'une des victimes qui nous dit à chaque fois que la date à laquelle j'ai été frappée, cette date-là arrive, je ressens une douleur parce qu'il avait été sérieusement molesté, frappé au pied, donc ses jambes avec plein de blessures, même si ces blessures ont cicatrisé. Il me dit à la période, quand je me rapproche de la période à laquelle j'ai été battue, je ressens encore des douleurs comme si ces plaies existaient encore. Donc ça veut dire que psychologiquement, cette victime, elle est atteinte. Elle est atteinte. Pour dire que même ceux qui ne présentent pas des blessures physiques ont toujours cette blessure psychologique qui existe. Et ceux qui sont décédés, leur famille qui existe, les enfants qui ont perdu leur papa, les enfants qui ont perdu leur maman, les parents qui ont perdu leurs enfants, parce qu'il y en a qui, à l'époque, étaient encore dans la fleur de l'âge, qui ont été fauchés, des enfants de 12 ans par exemple. On a un exemple d'un enfant de 12 ans qui a été fauché dans la fleur de l'âge, ses parents ne s'en remettent pas jusqu'aujourd'hui. Donc, pour dire que plusieurs familles éplorées qui aujourd'hui ne savent pas quelle suite donner à cette affaire sont dans une situation d'incompréhension totale, de trouble total et de souffrance accrue. Donc c'est pour ça que nous avons lancé cette campagne-là pour interpeller l'opinion, pour interpeller les autorités sur la situation de ces victimes et rappeler qu'il y a une décision qui a été rendue par la Cour de justice de la CEDEAO le 3 juillet 2013 et qui demande à l'État togolais d'instruire l'affaire des victimes de 2005. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui en train de nous interroger sur le sort des victimes des violences de 2005. Bientôt 12 ans après les faits, est-ce que ces victimes sont ignorées? Et vous, auditeurs, pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une dizaine de minutes maintenant par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous vous rappelons que nous sommes avec Josiane Nyandé du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Alors aujourd'hui, Josiane Nyandé, est-ce que vous avez l'impression que les autorités sont indifférentes au sort de ces victimes, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre d'initiatives pour que ces victimes obtiennent réparation? Je dirais que les faits parlent d'eux-mêmes. Donc ça fait quand même près de 12 ans que nous en parlons. Donc nous avons commencé par interpeller, mais jusqu'aujourd'hui, aucune plainte n'a été instruite, aucune réparation n'a été faite aux victimes. Donc pour dire que d'un côté, nous nous posons la même question, est-ce que le gouvernement, il est sourd à nos demandes? Parce que quand on va vers les autorités, ce qu'ils nous disent quand même, c'est que cette situation va être prise en compte. Oui, nous sommes tout cuits, nous allons enclencher le processus de réparation. Quand la CVJR est arrivée, on a demandé aux victimes d'aller devant la CVJR, d'être pris en compte dans la base de données des victimes qui vont être réparées à la suite du travail de la CVJR. Le HCRUN est là, mais nous savons tous que depuis que le HCRUN a été mis en place, le programme de réparation n'a toujours pas démarré. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est le HCRUN qui constitue le point de blocage à partir du moment où la CVJR a déjà accompli sa mission, on va dire? Est-ce que c'est le point de... Aujourd'hui, oui, on peut dire que c'est le HCRUN qui a cette mission-là de réparation et que c'est le HCRUN qui doit pouvoir exercer cette mission. Donc, nos regards ne se tournent que vers là, parce que c'est la structure étatique qui nous a été présentée comme la structure qui se chargera des questions de réparation. Donc, nous attendons
Nous attendons que ce programme de réparation soit déroulé, mais il n'est toujours pas. Et selon les informations que nous avons, le HQ ne dispose pas des moyens pour pouvoir dérouler ce programme de réparation. Et ces moyens qui les donnent, c'est l'État, c'est le gouvernement. Donc, toujours la question, elle demeure. Certains ont même regretté le fait que le HCRON s'attarde plutôt sur la question des réformes avec l'atelier qui a été organisé il y a quelques mois, plutôt que de s'occuper directement des réparations. Oui, on peut le dire, oui, parce que la mission principale du HCRUN, c'est la réparation. Mais que le HCRUN parle de réforme n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que parmi les 4 piliers de la justice transitionnelle, il y a la réparation. Il y a les garanties de non-répétition qui passent entre autres par les réformes. Donc les réformes qui permettent d'avoir des institutions fortes pour éviter que le traumatisme par lequel un État est passé, ce traumatisme ne se répète plus. Donc ça passe par des réformes au plan sécuritaire, au plan institutionnel, au plan constitutionnel, pour avoir des garanties que ces violences par lesquelles le Togo est passé ne se répètent pas. Ça fait partie des piliers de la justice conditionnelle. Mais ça a tardé, c'est là qu'il y a un petit hic. Donc le HQ ne devrait pas s'y attarder. C'est l'un des piliers, certes, mais la principale mission, c'est vraiment la question de la réparation. Et c'est sur cette question-là, vraiment, que le travail du HQ va être jugé. Est-ce que vous pensez que le camp politique auquel appartenaient ces victimes joue aujourd'hui sur le fait que les réparations ne soient toujours pas faites? Puisque majoritairement, ceux qui ont eu à subir des torts étaient du côté de l'opposition. Moi, je dirais à cette question, je vais répondre comme ceci. Les victimes qu'il y a eu en 2005 ne sont pas d'un seul bord, ne sont pas du bord de l'opposition forcément. Il y a eu des victimes du côté du parti au pouvoir. Donc, parce que quand la violence éclate, on ne reconnaît plus qui est qui. Donc ça, c'est à la fois des forces de l'ordre, des miliciens de partis politiques qui ont exercé cette violence pour dire que des deux côtés, il y a des victimes. Ce n'est pas que d'un seul côté. Quand je prends l'exemple du petit de 12 ans qui a été fauché, il appartenait à quel bord? Il n'appartenait à aucun bord politique. C'est parce que il y a eu une balle qui a traversé la fenêtre de sa chambre et lui, couché pendant son sommeil, a été touché. Et il est décédé, comme ça, alors qu'il n'était d'aucun bord. Donc ces exemples sont légion. Donc pour dire que quand la violence éclate dans un État ou dans un autre, on ne reconnaît plus qui est de quel bord. Et qu'au Togo, c'est des deux bords que des gens ont été victimes. Donc, je ne peux pas dire de go que c'est parce que les victimes sont de l'opposition. Un peu plus nombreux ayant été... C'est vrai qu'un peu plus nombreux du côté de l'opposition, mais je ne peux pas dire que c'est une raison pour ne pas dérouler le programme de réparation. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 pour participer à ce débat, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, bientôt 12 ans après les faits, les victimes des violences électorales de 2005 sont-elles ignorées? Nous vous rappelons que nous sommes avec Josiane Nyandé du CACIT. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où justement Marcel Chalman écrit oui, ces victimes sont bien ignorées. Imaginez un peu la souffrance, l'amertume qu'ils endurent. Où est la société civile? Où sont les défenseurs des droits humains? Où est le HCRON? Pourquoi tant de méchanceté envers les Togolais? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que notre... il s'appelle Marcel, c'est un auditeur. Marcel, il a raison. Marcel, il a parfaitement raison de crier ce coup de gueule, d'exprimer son ras-le-bol. Donc ce ras-le-bol, plusieurs l'expriment, plusieurs l'ont exprimé pendant que nous déroulions la campagne. Donc c'est légitime de le dire. Mais où sont la société civile, où est le HCRUN? Pour ma part, ce que je dirais, faisons partie de la société civile. La société civile ne cesse de crier. Le CACIT ne cesse de crier. Donc pour dire que la campagne que l'on a déroulée du 25 juillet au 25 septembre n'était pas que la seule action que nous avons menée. Nous sommes allés même jusqu'à faire un sitting devant le ministère de la Justice en 2015. Donc le 5 février 2015, nous avons fait un sitting là-bas pour dire, avec des victimes, avec des pancartes, pour dire, oui, on en a marre. Ça fait quand même 10 ans
que les victimes, elles attendent. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous le rappelions, des communiqués, des documents de plaidoyer sont allés auprès du gouvernement. Nous n'arrêtons pas de crier, mais la société civile, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre à part crier, à part dénoncer? C'est le gouvernement qui exécute, c'est le gouvernement qui donne le temps, c'est la justice qui doit se saisir de cette affaire, instruire ses plaintes, faire un procès en bonne et due forme, et octroyer réparation à ces victimes-là. La société civile n'a que son rôle de plaidoyer, n'a que son rôle de pression, n'a que son rôle de cri. Donc nous continuons de crier. Ce matin, cet exercice que nous faisons, c'est encore pour interpeller les gens. Donc notre travail, notre rôle, c'est vraiment ça. Et nous continuons de l'avoir, ce rôle-là. Mais non, le reste du travail, c'est le gouvernement, c'est l'État togolais, c'est le HCRUN. Donc il faut une réaction de l'État. Est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression de vous retrouver seul au front par rapport à cette affaire? Mais est-ce que nous retrouvons... Des fois, vous avez le sentiment, oui, de crier, mais que vous vous retrouvez seul, parce que Et qu'il n'y a pas de soutien pour porter la cause, justement, des victimes de 2005? Il y en a, mais pas suffisamment. Nous pensons qu'il n'y en a pas suffisamment. Il faut que cette question interpelle beaucoup plus de personnes, beaucoup plus, même les citoyens pris individuellement. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne, on a dit, oui, on a lancé un teaser pour que des citoyens soutiennent les victimes de 2005. Certains ont accepté se prêter à l'exercice, donc d'autres ont réagi dans les publications que nous avons faites des blessures, de l'état des victimes que nous accompagnons, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que d'autres voix s'élèvent en plus de celui du CACIT. Il y a d'autres structures qui, je parlais tantôt de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui a produit son rapport et qui Amnesty qui a produit son rapport. Au-delà de ça, qui continuent d'en parler, dès qu'ils ont l'occasion, mais il faut plus d'acteurs qui portent la cause, parce que ça fait plusieurs années et que le CACIT seul ne peut pas continuer à faire ce travail d'accompagnement. Donc il faut que tous les citoyens se mobilisent. C'est l'un des objectifs aussi de cette campagne, d'interpeller les gens pour avoir plus de mobilisation sur cette question des victimes de 2005. Que chaque citoyen interpelle partout où il se trouve l'État à pouvoir regarder ces victimes-là. À vous qui nous rejoignez, nous rappelons que nous sommes dans le débat. Aujourd'hui, au moment où il sonne 7h33 à l'écoute de Nana FM, nous nous interrogeons sur le sort des victimes de l'élection présidentielle d'avril 2005, bientôt 12 ans après les faits. Est-ce que ces victimes sont ignorées? À votre avis, pourquoi est-ce qu'elles le sont? Au cas où, vous pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Josiane Nyandé est le chef de l'État dans tout cela. Est-ce que vous le sentez sur cette question des violences électorales d'avril 2005? Le chef de l'État, on l'a senti à un moment donné à travers des discours, mais ce que nous attendons, c'est des actions. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'action qui nous disent vraiment que le cas des victimes de 2005 préoccupe le chef de l'État. Malheureusement, nous en sommes à cette conclusion, parce que c'est lui le premier responsable du pays. Et si le chef de l'État décide aujourd'hui que les victimes de 2005 soient indemnisées, ou que les affaires des victimes de 2005 soient portées devant les juridictions, ça se fera. Ça se fera. Il suffit qu'il en prenne la décision. Donc, on n'est plus à l'heure des discours, on est à l'heure des actions. Quand la CVGA rendait son rapport en 2012, le chef de l'État a prononcé un discours où il a rappelé les piliers de la justice traditionnelle. Vous me permettrez, ça va être peut-être un peu long, de rappeler quelques lignes de ce discours-là. Il a d'abord parlé du besoin de vérité, en disant que le besoin de vérité répond à une profonde nécessité, puisqu'il correspond à un droit individuel et à un droit collectif. Le besoin de vérité, c'est-à-dire sur ce qui s'est réellement passé. Donc il a dit, celui qui a été victime d'une violence a le droit de savoir les causes et les motivations de cette violence. Et que la société aussi a besoin de savoir les mécanismes des violences qui ont provoqué le choc traumatique parmi les membres de la société. Donc en disant, quand le rapport de la CVGA lui a été donné, en rappelant ces piliers, donc, et en disant que ces questions doivent être vraiment prises en compte à travers le travail que la CVGA a fait. Le droit
à la vérité. Et parmi ces affaires que la CVG a portées, il y a les victimes de 2007. Ce droit à la vérité, aujourd'hui, nous en sommes où? C'est une question que nous nous posons. Il a dit ensuite, la quête de justice est légitime. C'est un droit fondamental. Avant d'aborder la notion liée à la quête de justice, nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Comme la vie depuis Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Vous pensez qu'elles ne sont pas oubliées? Pourquoi? Les déclarations du H1 qui s'avance actuellement sur ces cas, je pense que les solutions ont envie de baptiser les éclairs de ceux qui étaient victimes. Mais c'est tout un peu long et est-ce qu'on va demander que ce soit plus rapide? Parce que si c'était un budget, par exemple, qu'on enlève avoir au moins cette histoire, de situation pour seules les victimes de 2005. Donc, peut-être que notre invité peut pouvoir aborder H1 qui a travaillé sur le sujet pour voir quels sont les blocages à ce niveau qui nous laissent douter, visiblement n'ont pas oublié avoir une réaction. Nous disons merci à monsieur Komlavi depuis Agoué, c'est son sentiment, il le dit au regard de tout ce qui a été mis en place pour parvenir à la réparation des torts causés aux victimes. Il pense que les victimes d'avril 2005 ne sont pas ignorées. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent également participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, une réaction à ce que vient de dire comme l'envie? Une réaction à ce que vient de dire comme l'envie, je dirais, oui, au regard de ce qu'il a cité, il peut dire que les victimes ne sont pas ignorées. Mais ce qu'il a dit qui est intéressant, c'est que ça traîne, que c'est lent. Donc, quand vous vous retrouvez dans la peau de l'accompagnateur, de celui qui assiste des victimes, de celui qui accompagne des victimes, et à chaque fois, vous lui dites, oui, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas ignoré, l'État met en place des structures pour prendre en compte votre cas, et que ça fait 11 ans. Attends, vous n'allez pas toujours continuer à lui sortir le même discours. La victime, elle a besoin qu'on réponde tout de suite à son problème. Dans le cadre de l'accompagnement que nous faisons, il nous arrive d'acheter des médicaments parce que des victimes se sentent mal à ces victimes-là. Donc elles ont des besoins réels, elles ont des besoins ponctuels. Il y en a qui ont été amputés, comme je dis, et qui n'arrivent plus à exercer leur métier. Eux, ils deviennent quoi? Ils doivent avoir une activité génératrice de revenus pour pouvoir continuer. Et depuis 2005, il faut bien vivre. Justement, il faut bien vivre. Ces victimes deviennent quoi? Quand vous côtoyez ces victimes tous les jours, je ne suis pas sûre qu'on va rester dans seulement le discours. L'État n'ignore pas ses victimes. Et après, l'État n'ignore pas ses victimes. Et après, à quand la réparation? On est d'accord que le HPN doit prendre le temps de dérouler son programme, mais il y a des questions qui sont urgentes et qu'on peut régler par des décisions urgentes. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, les victimes de 2005 sont-elles ignorées? C'est le thème du jour. Alors, vous parliez de la quête de justice, celle souhaitée par le président de la République dans son discours lié justement à cet épisode de notre histoire. Oui, donc je disais que selon le chef de l'État, la quête de justice est légitime. C'est un droit fondamental et c'est le second pilier de la lutte contre l'impunité. Donc quiconque dont les droits sont violés est fondé à saisir la justice et à faire valoir ses arguments pour obtenir gain de cause. Dans ce sens, les plaintes pour les victimes de 2005, je rappelle que le CACIT en a déposé 72. Elles n'ont jamais été instruites par les juridictions au plan national. Ce qui nous a 72 plaintes liées au sort des victimes de 2005. des victimes de 2005. Donc nous avons écrit 72. Donc pour ne pas dire que c'est seulement 72, mais c'est ce que le CACIT a suivi. Donc on a déposé auprès des juridictions nationales qui n'ont pas réagi. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui a pris cette décision en juillet 2013 pour dire à l'État togolais d'instruire les plaintes. De 2013 à 2016, aujourd'hui, ça fait du chemin, ça fait quand même 3 années où ces plaintes n'ont pas été instruites. Donc, cette quête de justice, nous en sommes où? Nous n'avons pas de réponse par rapport à cela. Il y a l'exigence de la réparation des préjudices subis par les victimes découle de la nécessité de la restauration de leur dignité et de la connaissance de leur statut. Donc,
le chef de l'État reconnaît qu'il faut réparer les victimes. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun programme de réparation. Donc, entre-temps, dans les discussions avec le gouvernement, il nous a été dit, oui, on va trouver un moyen pour quand même indemniser les victimes, en attendant que ces plaintes soient instruites. Donc si ça traîne auprès de la justice, oui, on va trouver un moyen d'indemniser. Mais jusqu'aujourd'hui, pas d'indemnisation. Nous allons prendre un autre auditeur au bout du fil. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, Bonjour, on vous appelle comment? Oui, on vous appelle comment? Nous vous écoutons, vous êtes en direct, on vous appelle comment? oui, mon nom c'est Zéni. Élie, vous nous appelez de Zéni, Z-E-N-I, voilà. Z-E-N-I, Zéni, vous nous appelez de... Je suis en circulation, en fait, je suis à Salon du Nouveau Tabouet. Et ma question va à votre invité. Allez-y. Est-ce qu'il n'est pas possible de créer une cour spéciale pour statuer sur ces questions-là et évacuer ces problèmes qui nous passent tous? Merci. Nous vous disons merci, Zéni, depuis Agoué. Que pensez-vous de sa proposition? C'est une bonne proposition. On l'a déjà vu dans le cas, dans le cas du Tchad, dans le cas du procès Hissène Habré, il y a une cour spéciale qui a été créée uniquement uniquement pour les victimes du règne de M. Hissène Habré et qui s'est soldée par sa condamnation récente en début de l'année. C'est possible. Mais pour créer cette cour spéciale, il n'en demeure pas moins que c'est des moyens. Donc c'est des moyens et pour mettre en place, trouver les juges qu'il faut et faire ce travail. Donc, et pour rappeler que c'est par la volonté du Sénégal à l'époque avec le président Macky Sall que cette cour a été mise en place avec les moyens qu'il fallait trouver pour la mettre en place. C'est une bonne idée. Nous allons creuser là-dessus, mais dire que oui, ça réclame des moyens. Mais si on peut en arriver là, ce serait une bonne chose. En même temps, vu comme cela reste un boulet que le pays traîne, si avec tout ce qui se fait, on arrive à mobiliser les moyens financiers surtout, comme Zéni depuis Agouel dit, ça permettrait d'évacuer une fois pour toute cette question qui a quand même une grande importance. C'est quand même important de l'évacuer. Donc toute piste de solution qui mènerait à l'évacuation de ce problème-là, nous, on est preneurs. Maintenant, la question de savoir si la volonté politique y sera. Justement, c'est la grande question, la volonté politique. Donc le gouvernement ne cesse de nous dire oui, on a la volonté de le faire, mais le programme, les moyens, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Il y a beaucoup d'urgence dans le pays et tout. Donc il y a ce discours qu'on entend très souvent, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à l'acte et c'est ce qui va vraiment démontrer la volonté politique de pouvoir trouver une solution définitive à cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression que la classe politique dans sa globalité s'est à un moment donné découragée ou sentie épuisée dans la poursuite de la réclamation d'une réparation pour ses victimes? Est-ce que la classe politique se sent épuisée? À un moment donné, on sent oui. À un moment donné, on a senti que il y a eu un relâchement. Qui peut être assimilé à de l'indifférence à un moment donné? Pas de l'indifférence, mais c'est le contexte politique qui le fait. Donc, quand vous êtes en train de crier pour une cause, vous criez des années, à un moment donné, c'est vrai, nous sommes tous des humains. Il arrive que vous relâchez un tout petit peu, mais après, il faut toujours remonter au créneau pour dire que je ne suis pas sûr que ce soit de l'indifférence. Je ne suis pas sûr que des acteurs politiques de tous les bords ont oublié cette cause, mais on a senti quand même qu'il y a eu de l'épuisement. Parce que dans les discours, ça ne revient plus de façon récurrente. Il y a d'autres problèmes. Et quand je dis que c'est le contexte, c'est parce qu'il y a plein de problèmes à régler dans notre pays. On croupit sous la dictature de l'urgence, comme dirait quelqu'un. Donc sous la dictature de l'urgence, où il y a plusieurs questions à régler. Il y a la santé où il y a des problèmes, il y a l'éducation où il y a des problèmes, il y a des problèmes partout. La question de la torture, il y a plein de champs sur lesquels il y a des choses à régler. Donc ce qui fait que des fois on a l'impression que on oublie certains pans ça relâche, de la lutte. Mais ce n'est pas un oubli. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour.
On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. Je crois que le gouvernement s'occupe de ce système-là. Alors, le problème, c'est parce que à cet âge, c'est là où je fais la filière. Je ne voulais pas indemniser les filles de 2005. Je crois que les fatigués dans ce pays. Donc vous pensez que ces victimes sont ignorées? Pardon? Cela veut dire que vous pensez que ces victimes sont simplement ignorées? Oui, le gouvernement a ignoré ce problème-là. Nous vous disons merci, M. Kossi, depuis Bekota. C'est votre avis, tout comme, comme l'envie qui pense, lui, que ces victimes ne sont pas ignorées. Donc, chacun a donné son argument. Comme l'envie pense qu'avec les institutions qui ont été mises en place, cela veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Mais qu'aussi, lui, avec ce qu'il ressent, il pense simplement que ces victimes sont ignorées. Est-ce que ça a une conséquence politique, à votre avis, aujourd'hui, lorsque des organisations de la société civile ou des partis politiques appellent à manifester, la mobilisation n'est plus celle qu'elle était? Est-ce que vous pensez que la situation de ces victimes a eu une certaine influence sur la mobilisation? Parce qu'on se dit, si je sors et que je suis touché par exemple par une balle, on ne sait jamais, ou ginal du gaz lacrymogène avec les conséquences qui suivent, je n'ai aucune assurance d'être prise en compte après. Bien sûr, moi je suis totalement d'accord avec ce raisonnement. Si plein de citoyens aujourd'hui ne veulent plus sortir dans le cadre des mobilisations, parce qu'ils se disent, si je me fais toucher, qui prend soin de moi? Si je me retrouve à l'hôpital ou si je perds la vie, qui prend soin de mes enfants? Il y a toujours cette crainte-là que les gens traînent, que des gens ont et qui est légitime. Parce que vu depuis 2005, des gens qui ont été touchés, ils n'ont pas obtenu réparation jusqu'à aujourd'hui. Donc ils se disent, si je me mets dans la rue, peut-être jusqu'à 2030 j'y serai, personne ne se rappellera de moi. Donc ça a forcément une influence. Cette peur-là au ventre fait que des gens ne veulent plus sortir. Les gens ne veulent plus sortir parce qu'ils ont vraiment peur d'être touchés et de se retrouver dans cette situation de précarité. Donc c'est vrai, mais c'est quand même dommage parce que la liberté de manifester, elle est consacrée, elle est reconnue, est consacrée par les textes. Donc on ne peut pas se refuser de le faire à un moment donné où on a besoin de se faire entendre. Mais si de l'autre côté, on est retenu parce qu'on a ce sentiment de peur d'être attaqué dans son propre pays, donc c'est quand même terrible. Donc de vivre dans un pays où vous n'êtes pas à l'aise en circulant, vous n'êtes pas à l'aise de sortir manifester, de dire oui, j'ai besoin de ceci, d'aller réclamer ces droits, c'est quand même assez regrettable. Et pour dire aujourd'hui, l'État n'a aucun intérêt que cette situation perdure. Parce que ces victimes qui ont subi gardent en eux une haine qu'il faut qu'on évacue à un moment donné. Et c'est le travail que la CVGA a voulu faire un catharsis pour régler définitivement le problème et tourner la page. Mais si ce programme de réparation n'est pas déroulé et que ces victimes demeurent dans cette situation de précarité, elles traînent cette rancœur. Elles traînent cette rancœur. Ceux qui ont perdu leur famille traînent la rancœur et le pays ne peut pas avancer dans cet état-là. Même le chef de l'État l'a dit, quand je reprends quelques mots encore de son discours, que si la réparation intervient dans des conditions satisfaisantes, elle peut contribuer à l'apaisement des cœurs des victimes et à leur libération de tout esprit de vengeance. Donc il est conscient que si les victimes ne sont pas réparées, la vengeance demeurera en eux. Ils vont toujours nourrir cette haine face à l'État et vont vouloir se venger à tout prix. Donc si cette situation perdure, ce n'est pas dans l'avantage de notre État, ce n'est pas dans l'avantage du gouvernement. Parce que si ce pays pète, c'est tout le monde qui y passe. En même temps, Kossi de Bekota, on imagine que lui, il est un peu plus près de la situation à partir du moment où ce quartier et ses environs a fait partie des foyers où les violences ont été les plus importantes en 2005. Sur la page Facebook de Nana FM, M. Kobli dit que l'attitude du gouvernement ne ressemble plus à de la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre toujours à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Il s'agit simplement d'un refus de rendre justice.
c'est l'avis de l'auditeur. Et puis, moi, je me dis, chacun a raison de prendre sa position. Parce que quand Et de les décrire ce faits, qu'il vit. oui, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Donc, je ne dirais pas qu'il a tort. Donc, il a raison au vu de la situation, au vu de ce que lui, il a vu, au vu de ce qu'il a vécu et durant toutes ces années où ça traîne. Alors, à votre avis, aujourd'hui, là, maintenant, que faut-il faire pour que cette situation évolue? S'il y a quelque chose à faire, c'est que l'État prenne une mesure. Donc, nous, avec le CACI de la campagne, c'est pour interpeller et rappeler à l'État qui doit exécuter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais ceci dit, il faut qu'on passe à la période de l'acte. La campagne, elle est terminée. Mais maintenant, quel acte le gouvernement pose? Il faut que le gouvernement pose un acte fort. Il faut que les victimes soient réparées. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous attendons, qu'une mesure soit prise, qu'on ait des garanties qu'il y ait cette réparation qui va être faite. C'est vraiment de passer à l'acte. De passer à l'acte. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Vous Il faut que pensez le chef que de l'État pose un acte fort. les en faveur des députés à victimes. l'Assemblée nationale peuvent y contribuer? Ils peuvent forcément, ils peuvent y contribuer. Ils peuvent y contribuer, ils peuvent participer à ce que cette situation soit résolue. Donc tout acteur au niveau de l'État, ou tout acteur au niveau des institutions peut Mettre sa participer main à la à pâte. faire bouger les lignes. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Bankole. Bankole depuis Amoutive. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour, invité. Bonjour. Je crois que il y a de l'indifférence totale vis-à-vis de l'État. Et c'est aussi le refus systématique de prendre de justice. Et ce qui a été toujours le cas dans notre pays. On ne veut toujours pas rendre justice, tout simplement parce qu'on ne le veut pas. Et la volonté politique n'y est non plus. Et moi, je voudrais vous demander de prendre votre courage en patience, de toujours patienter, et qu'on ne fait jamais, puisqu'ils sont conscients de la situation. Vous venez de le rappeler très bien, que le fait de ne pas rendre justice nourrit en fait justice la vie éventuelle vengeance, ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Nous prions sincèrement que l'État conscient de la situation et que le désir de rendre justice anime profondément le gouvernement. Je vous remercie. Nous disons merci également Bankole depuis Amoutive. Son avis se passe de commentaires. Il se passe de tout commentaire, il a parfaitement raison. Donc c'est dans la logique de ce que nous discutions tout à l'heure. Donc il est important que la justice soit rendue. Et l'une des dernières choses sur laquelle je voudrais insister, et qui se trouve toujours dans le discours du président, je fais attention parce que je ne répète que ce que le président lui-même il a dit. Je le prends au mot. Il dit, mais j'ai la ferme conviction que le processus enclenché, il parle de la CVGA, n'a de réelles chances d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation et de paix que s'il s'accompagne des réformes institutionnelles et sécuritaires renforçant les garanties de non-répétition des violences, des atteintes aux droits de l'homme du passé, à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. Ces réformes nécessaires visent à satisfaire le quatrième pilier évoqué plus haut du mécanisme de justice transitionnelle. Et là, c'est vraiment le dernier élément du discours que je voudrais prendre. Aujourd'hui, on a passé des mois à parler de réformes. Pour les garanties de non-répétition, c'est important. C'est pour ça que je disais que le fait que le HCUN parle de réforme n'est pas mauvais en soi. Parce que c'est l'un des piliers de la justice traditionnelle et il est dans son droit. Parce que ces réformes sont importantes pour éviter que ces choses ne se reproduisent dans notre pays. Donc on parle de vérité, on parle de justice, on parle de réparation. En même temps, on doit parler de ces réformes-là qui aujourd'hui ne sont pas encore effectives depuis qu'on en parle. Donc aujourd'hui, on n'a pas la garantie que les faits de 2005 ne se répètent plus.
Parce que nous nous sommes dit, oui, nous avons un problème au niveau de notre constitution, donc il faut qu'on fasse une réforme. Et si on ne le fait pas, ça veut dire que notre constitution aujourd'hui, nos institutions aujourd'hui ne nous offrent pas la garantie que des chocs traumatiques comme ceux de 2005 ne se reproduisent pas dans notre pays. Donc c'est tous ces éléments qu'on doit mettre ensemble. Pendant qu'on parle de justice, pendant qu'on parle de vérité, pendant qu'on parle de réparation, c'est au même moment qu'on doit parler des réformes. Alors, il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission et ces 5 minutes, nous allons les passer à parler de la nuit des droits de l'homme, puisque les réparations aux victimes, c'est lié également aux droits de l'homme. La nuit des droits de l'homme, c'est un projet porté par le CACIT. De quoi s'agit-il concrètement? Donc, la nuit des droits de l'homme, c'est une initiative du CACIT et accompagnée par des partenaires Réseau Sentinelle, Pain pour le Monde et le PNUD, qui vise à encourager les actions de promotion, de protection des droits de l'homme au Togo à travers une distinction des acteurs les plus méritants. Donc il s'agit d'un prix que nous avons initié pour récompenser les acteurs des droits de l'homme, tous ceux qui participent à faire évoluer la situation des droits de l'homme dans le pays. Comme durant par exemple toute une année. Ceux qui auront milité pour que ces victimes obtiennent réparation. Justement, entre autres ceux qui ont milité pour que les victimes obtiennent réparation. Donc c'est pour encourager ces actions dans le pays. Et parmi ces acteurs que nous primons, c'est à la fois des défenseurs des droits de l'homme à la base, c'est-à-dire des organisations de défense des droits de l'homme, des magistrats, des avocats, donc, et aussi tout acteur qui contribue, quand je prends les médias, qui offrent des tribunes pour qu'on parle de droits de l'homme, comme on vient de le faire ce matin, donc qu'il s'agisse des artistes, musiciens, qui dans leurs messages véhiculent des messages en rapport avec une catégorie des droits de l'homme. Il peut s'agir de la scolarité, de la scolarisation des enfants, il peut s'agir du droit des femmes, ou des entreprises donc, qui intègrent l'approche responsabilité sociale des entreprises, qui font dans l'humanitaire et l'approche handicap, qui permettent l'intégration des personnes handicapées, par exemple, dans leur management. C'est tous ces acteurs-là qui sont pris en compte. La première édition s'est déroulée l'année dernière, en 2015, le 18 décembre, où nous avons eu une soirée de récompense. Nous avons récompensé des acteurs. Cette année, l'événement va se tenir en décembre 2016, le 16 décembre, si tout va bien, donc le 16 décembre 2016, où nous allons encore récompenser des acteurs dans 16 catégories: le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à un environnement sain, le droit à une justice équitable, le droit des femmes, le droit des enfants, le droit des détenus, le droit des personnes handicapées, les médias engagés en faveur des droits de l'homme, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, la presse en ligne, les artistes engagés en faveur des droits de l'homme, et les entreprises intégrant l'approche RSE et l'approche handicap dans le management. Alors, on saisit l'occasion pour rappeler qu'à la première édition l'année dernière, votre radio Nana FM a également été récompensée en tant que meilleur acteur radio engagé dans la lutte pour les droits de l'homme. Cette année, il reste encore une semaine pour les inscriptions. Oui, il reste une semaine des inscriptions qui va se clôturer le 30 novembre. Donc, entre le 30 novembre et le 1er décembre encore, nous permettons aux gens de s'inscrire, aux acteurs de s'inscrire. Et cette année, c'est sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas limité qu'à Lomé. Donc de Lomé à Saint-Cancé, tous les acteurs peuvent s'inscrire dans le cadre de cette édition de la Nuit des droits de l'homme. Donc ils peuvent aller sur le site www.nuitdh.org, www.nuitdh.org, NUITDH.org, sur laquelle ils peuvent trouver le formulaire d'inscription. Donc ils téléchargent le formulaire selon la catégorie dans laquelle ils veulent postuler. Donc il y a le formulaire des ODDH et des institutions étatiques, le formulaire des médias, le formulaire des entreprises, donc le formulaire des artistes. Donc il suffit de télécharger, de le remplir et de le renvoyer à l'adresse nuitdh@gmail.com. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Josiane Nyandé, quel serait votre mot de la fin en une trentaine de secondes? Mon mot de la fin, c'est pour dire à chaque acteur de se mobiliser vraiment sur la question des victimes de 2005. Nous ne devons pas les oublier, nous n'avons pas le droit de les oublier. C'est nos frères, c'est des Togolais comme nous. Prenons leur situation à bras le corps. Et par rapport à la Nuit des droits de l'homme, que tous les acteurs qui ont réalisé des activités conséquentes durant l'année puissent postuler, parce que c'est la seule occasion qui permet d'offrir de la visibilité à nos actions et d'encourager davantage l'engagement en faveur des droits de l'homme dans notre pays. Donc n'hésitez pas à visiter notre site et à nous contacter sur le 91 16 84 48.
Nous vous disons merci, Josiane Nyandé, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, d'y avoir participé. Merci pour vos réactions sur la page Facebook de Nana FM. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Dans quelques instants, vous retrouvez Hervé Noménion pour les avis et communiqués. Très bonne journée à l'écoute de Nana FM.